السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمستوى الثالث إعدادي خيار فرنسية les caractéristiques de la circulation sanguine. Comme vous le savez très bien, la circulation sanguine comporte deux circuits. Ces deux circuits-là sont en série. Effectivement, nous avons la disposition de la circulation pulmonaire et celle générale et sont en série. Donc, circulation pulmonaire, circulation générale. Alors que la disposition, dans le cas de la circulation générale, on voit très bien que les organes ils sont disposés en parallèle. Comme je l'ai déjà dit, bien sûr, la circulation pulmonaire appelée aussi petite circulation, on voit très bien que le sang va quitter le ventricule droit, il va se diriger par les artères pulmonaires vers les poumons. Au niveau des poumons, il y aura des échanges gazeux, bien sûr, plus précisément au niveau des alvéoles pulmonaires, il y aura des échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang. Le sang va se débarrasser du CO2, du dioxyde de carbone, il va s'enrichir en dioxygène. Donc, il va quitter les poumons par les veines pulmonaires et se diriger vers l'oreillette gauche. Bien sûr, chargé en dioxygène, comme je l'ai déjà dit, c'est notre circulation pulmonaire. Alors que la circulation générale, dans ce cas-là, appelée aussi grande circulation, on voit très bien que le sang chargé en O2, en dioxygène, va quitter le ventricule gauche, va se diriger par les artères vers tous les organes, il va revenir par les veines caves, bien sûr chargé en dioxyde de carbone cette fois-ci, et se diriger vers l'oreillette droite. C'est notre circulation générale. Une question qui se pose, et si la disposition de la circulation sanguine était autrement? On va prendre deux modèles. Modèle 1, les poumons en parallèle avec les organes. Alors, quel est le problème qui se pose dans ce cas-là? On voit très bien que le sang qui va quitter les organes, poumons, organe 1, organe 2, organe 3, il est chargé en CO2. Donc, il va revenir, comme vous le constatez bien sûr, il va passer par la moitié droite du cœur, puis la moitié gauche. Il va revenir vers les organes, mais on voit très bien qu'une partie du volume sanguin, c'est qui va passer par les poumons. Alors que les autres organes, dans ce cas-là, 1, 2 et 3, ils vont recevoir du sang qui est chargé en CO2 et non pas en oxygène. Donc, c'est un problème, bien sûr, comme vous le savez très bien, au niveau des organes, plus précisément au niveau des cellules. Il y a des échanges gazeux entre la cellule et le sang. À ce niveau-là, bien sûr, ces échanges-là, ils se font selon le principe de diffusion partielle des gaz. Dans ce cas-là, bien sûr, le sang qui va arriver au niveau des cellules, il sera chargé en CO2. Peut-être la teneur en CO2 il est plus élevée dans le sang que dans la cellule. Et dans ce cas-là, on va voir que le CO2 va passer du sang vers la cellule et non pas l'inverse de la cellule vers le sang. Donc, c'est un problème. Ce modèle-là, il est faux. Alors, le modèle 2, on va prendre le cas de la circulation pulmonaire en série avec la circulation systémique organe en série. Le problème dans ce cas-là, on voit que le sang va passer par les poumons, donc il va se débarrasser du CO2, il va se charger en dioxygène. Mais l'organe 1, il n'y a aucun problème, il va recevoir du sang oxygéné, donc il n'y a aucun problème. Mais l'organe 2 et l'organe 3, ils vont recevoir du sang qui est chargé en CO2 et non pas en dioxygène, puisque une partie du dioxygène, elle a été bien sûr fournie aux cellules de l'organe 1. Donc, ce modèle-là, bien sûr, il est inexact. Alors, notre modèle 3, c'est le modèle que nous avons, bien sûr, c'est le modèle exact. La circulation pulmonaire, elle est en série avec la circulation systémique, comme nous l'avons déjà dit, organes en parallèle. Alors, on voit qu'une distribution en parallèle, je m'excuse, permet 1. La totalité du volume sanguin qui va quitter tous les organes va passer par les poumons. Donc, il va se débarrasser du CO2, il va se charger en dioxygène. Donc, la totalité, je le redis, la totalité du volume sanguin passe par les poumons. Donc, il se débarrasse du CO2, il va se charger en dioxygène. 2, on voit qu'au niveau des organes, chaque organe va recevoir du sang oxygéné et avec la même teneur en dioxygène. Donc, c'est un bon modèle, bien sûr. C'est une très bonne distribution puisque chaque organe va recevoir, va assurer, bien sûr, ses besoins en dioxygène par l'arrivée du sang avec une teneur, bien sûr, avec une teneur en dioxygène qui est une bonne teneur en dioxygène.
Et le sang qui va quitter, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, ces organes-là, il sera chargé en CO2. Avant de revenir aux organes, il va passer par les poumons pour se débarrasser du CO2 et se charger en dioxygène. On va parler maintenant des adaptations circulatoires pendant l'effort physique. Dans le cas d'un effort physique, quelles sont les modifications qu'on peut noter sur la circulation sanguine? Comme vous le savez très bien, pendant l'effort physique, on va prendre le cas d'un repos, حالة جلوس المتحرك فلاش بالعربية لم أتمكن من ترجمته للفرنسية. Donc حالة جلوس, donc on voit très bien que la fréquence cardiaque elle est de 70 battements par minute, et la fréquence respiratoire 16 mouvements par minute. Le cas de la marche, on voit très bien qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque et aussi celle de la fréquence respiratoire avec une augmentation du débit sanguin. Effort vous remarquez avec moi que la fréquence cardiaque il atteint les 200 mouvements par minute. Alors que 200 battements par minute, je m'excuse, alors que la fréquence respiratoire, il atteint 40 mouvements par minute, alors que le débit sanguin, il atteint 25 litres par minute. Effectivement, une augmentation de la fréquence cardiaque pendant l'effort, 2, augmentation de la fréquence respiratoire, comme nous l'avons observé, et 3, une augmentation du débit cardiaque. Je m'excuse. Donc, comme nous l'avons déjà montré, une autre remarque, comme vous le constatez, les besoins des organes, même au repos, ils ne sont pas les mêmes. Le cerveau a besoin uniquement de 0,7 litres par minute, les viscères et les autres organes 3 litres par minute, la peau 0,3 et les muscles 1. Le débit sanguin, au repos, le débit cardiaque, je m'excuse, comme nous l'avons déjà noté, il est de l'ordre de 5 litres par minute. Alors que pendant un effort, on observe bien que notre débit cardiaque il passe à 25 litres par minute et on voit très bien que le débit sanguin au niveau des muscles, il passe de 1 litre par minute à 21 litres par minute. Il donne une très forte augmentation de débit sanguin au niveau des muscles. Les muscles, les cellules musculaires, ils ont besoin d'un apport considérable en dioxygène, puisque, comme vous le savez, un petit rappel bien sûr, le dioxygène va réagir avec le glucose. Donc, un petit rappel de la réaction. Une molécule de glucose, C6H12O6 plus 6O2, va produire 6CO2 plus 6H2O avec une libération d'énergie. Cette énergie-là, elle sera utilisée par les cellules musculaires pour effectuer les mouvements. Effectivement, on constate qu'il y a une augmentation du débit cardiaque de 5 fois. Alors, l'apport préférentiel du dioxygène aux muscles en activité résulte. Donc, il y a un apport, une augmentation, si on veut dire bien sûr, du débit sanguin au niveau des muscles et par conséquent, un apport, une augmentation de l'apport en dioxygène. Donc, cet apport préférentiel du dioxygène aux muscles en activité résulte d'une vasoconstriction. On constate dans le cas de tous les organes, autres que les muscles, on voit très bien qu'au niveau des artères de ces organes-là, il y a une diminution du volume du sang qui entre dans chacun de ces organes. Alors qu'au niveau de l'artère qui arrive aux muscles, bien sûr, on constate qu'il y a une vasodilatation au niveau des artères, des muscles, avec une augmentation du volume du sang qui entre dans les muscles. Alors, vasoconstriction على هذا المستوى الشريان الذي يصل إلى هذه الأعضاء يصبح ضيقا ولا يسمح إلا بمرور حجم قليل من الدم بينما على مستوى الشريان الذي يصل إلى العضلات فهناك زيادة في قطر هذا الشريان vasodilatation comme on le nomme هذا زيادة في قطر الشريان الذي يصل إلى العضلات هو الذي يسمح بدخول حجم أكبر من الدم. لذلك كما لاحظنا سابقا بطبيعة الحال الصديد الدموي على مستوى العضلات يرتفع من 1 لتر في الدقيقة إلى 21 لتر في الدقيقة. Donc l'explication se fait par une vasoconstriction et une vasodilatation.
Pour bien comprendre ces deux phénomènes, bien sûr, on va prendre les deux cas. Donc, nous avons un muscle au repos, donc il est inactif. On va voir ce qui se passe. Dans ce cas-là, il y a une vasoconstriction, muscle lisse contracté. Donc, le volume du sang qui passe vers les muscles, c'est un volume qui est plus bas, si on veut dire, bien sûr. Donc, voyons ce qui se passe. Voilà. Effectivement, il y a passage du sang vers les muscles. Il va fournir, bien sûr, aux cellules musculaires le dioxygène. Il va les débarrasser du CO2. Mais, vous allez le remarquer, bien sûr, dans le cas d'un effort, quand le muscle devient plus actif, on voit qu'il y a une vasodilatation. On le voit très bien. Voilà. Je vais recommencer. Donc, le cas du repos, donc le muscle il est inactif, il y a une vasoconstriction, donc un volume sanguin qui est faible, si je peux dire, bien sûr, qui entre dans les muscles. Mais une fois le muscle devient actif, voilà, on voit très bien qu'il y a une vasodilatation. Je recommence, voilà. Il y a une augmentation du diamètre de l'artère qui arrive au muscle, ce qui permet bien sûr chez le يسمح بدخول حجم أكبر, un volume plus grand si on veut dire, plus important, un volume sanguin plus important vers les cellules musculaires pour leur fournir le dioxygène dont ils ont besoin en activité, sachant que, comme je l'ai déjà dit auparavant, le dioxygène permet bien sûr la libération de l'énergie à la suite d'une réaction bien sûr avec le glucose. J'ai déjà parlé de cette réaction. Merci.